Bonjour à tous, bien sûr à ceux qui sont avec nous sur ce salon de l'AMIF et puis à ceux aussi qui nous suivent sur AMIF Live. Bienvenue sur ce forum exposant pour cette table ronde en route pour des Jeux olympiques et paralympiques responsables et inclusifs. Alors, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 sont attendus comme un formidable événement. L'enjeu en Île-de-France est de créer un élan, une dynamique qui dépasse le simple enjeu sportif. L'ambition environnementale et sociétale est forte. Ces Jeux seront-ils les plus verts de l'histoire ? Comment relever le défi ? On va justement en parler avec nos invités. Grégoire Koenig, bonjour. Vous êtes conseiller aux relations institutionnelles chez Paris 2024, donc le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Tout à fait, bonjour. Merci d'être là. Christophe Divy, bonjour, vous êtes directeur de l'ESS 2024. Alors c'est cette plateforme entre les organisateurs des JO et le monde de l'entrepreneuriat social et de l'économie circulaire, pour bien comprendre. Tout à fait. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être avec vous. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Hélène Millot. Bonjour, vous êtes déléguée régionale EDF Île-de-France, EDF qui entend relever le défi de jeux responsables écologiquement et socialement. Oui, bonjour à tous, merci Grégoire et Christophe de m'accompagner. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, bien sûr, on va discuter de l'enjeu de ces jeux, mais tout de suite, on va regarder cette courte présentation. Quand je monte sur le tatami, c'est pour mettre épaule les préjugés. Pour atteindre les sommets d'égalité, je change de braquet. Ma différence, c'est ma longueur d'avance. Pour faire avancer les choses, j'ai pas peur d'aller à contre-courant. Pour faire changer votre regard sur le handicap, je vais vous en mettre plein la vue. Repousser mes limites, tout en respectant celles de l'environnement. Comme le team EDF, engagez-vous pour faire de Paris 2024 les Jeux les plus responsables de l'histoire. Les Jeux les plus responsables de l'histoire, c'est tout l'enjeu de cette table ronde. Mais avant, on va quand même faire un petit état des lieux, voir où on en est à 3 ans de ces Jeux olympiques. Grégoire Koenig, justement, où est-ce qu'on en est dans la préparation de ces Jeux ? Est-ce que le Covid a ralenti les travaux ? Oui, très bonne question. Avant de répondre précisément, permettez-moi de brosser un petit portrait de ce dont on parle en fait sur les Jeux, puisque comme vous l'avez dit, c'est le plus grand événement que la France accueillera. Le plus grand événement sportif, bien sûr, mais même le plus grand événement. Bien sûr, Paris a déjà eu les Jeux en 1924, mais c'était à l'époque une autre dimension. Il faut se rendre compte qu'en 2024, durant l'été 2024, nous allons accueillir 15 000 athlètes, plus de 15 millions de spectateurs, plus de 206 délégations des pays du monde entier, et que ces Jeux seront observés et regardés par 4 milliards de téléspectateurs, je dis bien 4 milliards de téléspectateurs, dont 1 milliard pour la seule cérémonie d'ouverture. Donc en dressant rapidement comme ça en quelques chiffres, il faut prendre l'ampleur du projet. Pour revenir précisément sur votre question, eh bien, écoutez, malgré le Covid, on a cette chance de ne pas avoir été les Jeux de Tokyo, que vous savez, qui commencent dans un mois maintenant. Et donc, nous sommes à 3 ans de l'organisation des Jeux de Paris 2024. Et je peux vous dire que nous sommes dans les temps de passage dans l'ensemble des sujets et des secteurs concernés par Paris 2024. C'est une excellente nouvelle pour les Jeux, pour vos partenaires aussi. Hélène Millot, pourquoi vous êtes-vous engagée dans ce partenariat ? Il faut dire que quand même, ce n'est pas une première pour EDF. Vous aviez déjà été partenaire des JO de Londres, vous êtes sponsor d'athlètes à Tokyo. Oui, tout à fait. Donc, en effet, pour EDF et le sport, c'est une longue histoire. D'abord, je voudrais revenir quand même sur l'engagement de ces JOP, Jeux olympiques et paralympiques 2024, des Jeux durables, responsables et inclusifs. Et donc tout ça, ça illustre des valeurs qui sont complètement à l'unisson des valeurs que porte EDF. EDF, aujourd'hui, c'est un acteur engagé dans la transition énergétique, dans la construction d'un avenir durable, équitable, solidaire.
Et donc, soutenir le sport, l'engagement sportif, c'est finalement une évidence. Et donc, voilà. Mais qu'est-ce que vous pouvez m'apporter à ces JO, justement ? Alors, déjà, je voudrais bien préciser qu'on est aujourd'hui partenaire premium des JOP 2024. On est trois partenaires trois entreprises à être partenaires. Et donc, pour nous, c'est une immense fierté de pouvoir accompagner ces Jeux dans leur ambition, bien sûr sportive, puisque c'est avant tout un événement sportif, un événement de compétition. Les chiffres que tu as cités montrent l'ampleur de cet événement, un événement presque planétaire. Et puis surtout, de pouvoir contribuer à ces Jeux, comme vous l'avez dit, des Jeux durables, des Jeux bas carbone, des Jeux qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement. Ça, c'est vraiment l'ambition de ces JOP 2024. Et voilà, pour EDF, c'est l'occasion de démontrer tout son savoir-faire. Et puis, bien sûr, la dimension sociétale. Comme vous l'avez dit, juste encore un petit mot aussi sur l'histoire, et rappeler que EDF, en effet, est engagé dans le sport depuis de nombreuses années. On est partenaire de plusieurs fédérations sportives. C'est une histoire depuis plus de 30 ans. Et là encore, c'est l'engagement dans les valeurs que représente le sport, le collectif, le sens de l'engagement, le sens de la performance, le dépassement de soi, l'exigence. Tout ça, ça parle, et ça parle notamment aux 30 000 salariés d'Île-de-France que je représente aujourd'hui. Christophe Divy, donc ce type de discours, vous qui accompagnez les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ça doit vous faire plaisir. Mais est-ce qu'il y a une dynamique de leur côté ? Voilà, est-ce qu'elles ont envie de s'impliquer, de participer à l'élaboration de ces Jeux ? Oui, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles sont nombreuses, elles sont très diverses aussi. Et puis, elles proposent des solutions qui souvent sont innovantes en matière d'excellence environnementale, en matière d'innovation sociale. Elles sont ancrées dans les territoires et elles ont un supplément de quelque chose, notamment parce qu'elles ont cette conviction qu'il faut aller repérer des personnes qui sont peut-être vulnérables en situation d'éloignement par rapport à l'emploi. Alors, ça peut être parce qu'effectivement, elles sont en situation de handicap, mais pas que. Ce sont des publics fragiles. Et donc, il faut les repérer, il faut les accompagner, il faut les former, il faut les mettre à l'emploi, il faut faire en sorte que leur emploi soit durable. Donc elles sont tout à fait intéressées par ces grands projets avec des stratégies ambitieuses, avec un portage à haut niveau pour faire en sorte que des organisateurs d'événements, et surtout celui-là, le plus grand, Grégoire l'a rappelé, qu'un certain nombre de donneurs d'ordre dans le périmètre de Paris 2024 puissent relayer cette ambition, et au-delà de l'ambition, que ça puisse se matérialiser pour elles, parce que ce sont des acteurs sociaux qui ont une utilité sociale, qui ont un objet social, mais ce sont aussi des entreprises, et donc elles ont un business, elles ont un modèle économique à faire tourner, et donc c'est aussi l'enjeu de Paris 2024, avec l'ensemble de la politique d'achat et des opportunités économiques qui vont être lancées petit à petit pour préparer, pour organiser, le moment venu pour dissoudre Paris 2024 au sens de l'événement. C'est autant d'opportunités sur lesquelles ces entreprises de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, on parle des entreprises un peu historiques dans le champ de l'insertion, dans le champ du handicap, les coopératives, les associatives, elles peuvent s'en saisir. Alors c'est pas naturel, elles en ont envie, elles peuvent s'en saisir parce qu'elles ont l'offre de services, elles ont les produits, les solutions, les innovations, mais ça se décrète pas, ça s'organise, ça se structure, ça s'accompagne, ça se développe, et c'est tout le sens de la plateforme ESS 2024 pour les mettre en lien, ces entreprises, avec les donneurs d'ordre sur le périmètre de Paris 2024. Et justement, on va voir comment les accompagner, puisque l'objectif de ces Jeux est de faire que ce soit un moment historique, un moment de solidarité. La dimension sociale et environnementale est essentielle et très forte. Grégoire Koenig, c'est un défi considérable. Alors, on va commencer par l'environnement, et on va aussi parler d'inclusion, mais quels sont les engagements que vous avez pris ? Oui, vous faites bien de le rappeler, c'est effectivement un défi considérable au vu de la taille de l'événement. Avant de venir précisément sur la politique environnementale conduite par Paris 2024, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, je crois que c'est surtout aussi en termes d'approche et de philosophie. C'est-à-dire que traditionnellement, les Jeux sont un projet plaqué sur un territoire comme ça, et on construit ce qu'on appelle des éléphants blancs, qui pour le coup, en matière, vous le savez, en matière de carbone par exemple, les bâtiments consomment et émettent beaucoup. Pour la première fois, on a une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'on regarde collectivement, avec les acteurs publics, le mouvement sportif, nos partenaires privés, les besoins du territoire, et on construit le projet, bien sûr pour répondre au cahier des charges du CIO, ça va de soi, pour organiser la compétition, mais en même temps pour répondre aux besoins des territoires. Et cette approche-là illustre globalement la philosophie du projet 2024. Et donc, en conclusion, c'est qu'on a un projet dont les sites aujourd'hui sont définis, qui utilisera à 95% sur ces sites, des sites existants ou des sites temporaires. C'est-à-dire qu'on ne construit pas, on ne construit rien pour les Jeux Olympiques en tant que tels. Et le seul équipement sportif que nous allons construire sur les Jeux Olympiques, c'est le centre aquatique à Saint-Denis, juste à côté du Stade de France. Et là, par un choix politique, collectif, choisi, qui est que la Seine-Saint-Denis est
un des départements qui est les plus carencés en matière de bassin aquatique. Et donc, nous avons fait le choix de construire cet ouvrage. Ce centre aquatique, là, il ne fait pas que des heureux quand même, hein, parce qu'on dit qu'il menace les jardins d'Aubervilliers. Alors, est-ce que c'est vraiment le bon exemple? Alors, oui, c'est tout à fait le bon exemple, parce que là, je parle de 2 objets. Pour le coup, sur la piscine d'Aubervilliers, alors la piscine, puisque vous en parlez, est une piscine qui est sous maîtrise d'ouvrage de la ville d'Aubervilliers et qui est un projet qui a été décidé il y a de nombreuses années. Je pense que Paris n'avait même pas les Jeux encore. Et donc, c'est une opération qui est portée par Grand Paris Aménagement. Paris 2024 n'a rien à voir là-dedans, si ce n'est que si la piscine est construite, alors nous l'utiliserons peut-être comme piscine d'entraînement. Mais là, j'évoquais le centre aquatique à côté du Stade de France, qui lui est sous maîtrise d'ouvrage de la métropole du Grand Paris et qui est effectivement le seul équipement. Donc ça, pour illustrer, voilà, déjà dans l'approche sur votre question sur la politique environnementale. Alors justement, on va demander à Hélène Millot en quoi EDF, partenaire premium, hein, vous l'avez rappelé, peut aider justement à impulser une dimension sociale et environnementale. Alors peut-être pour rebondir sur la dimension environnementale, nous, notre volonté dans le cadre de ce partenariat, c'est d'apporter des solutions pragmatiques, innovantes, pour justement faire les jeux les plus bas carbone possibles. Et quelques illustrations, je vais reprendre... Grégoire a cité le centre aquatique dans lequel on est impliqué. Et là, pour illustrer de façon très concrète ce qu'on va faire en termes de performance énergétique, déjà le centre aquatique, au-delà de sa qualité architecturale, sur le toit, qui va d'ailleurs être en forme de vague, symbole de l'eau, on va poser des panneaux solaires. Ça sera une des plus grandes fermes solaires urbaines en Ile-de-France, puisque les panneaux solaires, ils vont prendre à peu près la taille d'un terrain de foot. Et donc, ces panneaux solaires, ils vont servir à alimenter, bien évidemment, à couvrir près d'un quart des besoins énergétiques de ce centre aquatique. Autre illustration de ce qu'on peut faire pour diminuer justement la facture énergétique de cette infrastructure, pour réchauffer l'eau du bassin, grâce à notre filiale Dalkia, son savoir-faire, ils ont conçu une solution qui permet de récupérer la chaleur des baies informatiques qui sont en sous-sol. Vous savez, on dit beaucoup le développement du numérique, des infrastructures numériques crée de la chaleur. Et donc là, l'idée et l'innovation, c'est justement de récupérer cette chaleur et elle va permettre de couvrir la moitié des besoins de chauffage de l'eau de ce bassin aquatique. Voilà, donc une illustration, une démonstration de ce qu'on peut faire. Peut-être sur un autre exemple encore, très rapidement. Un autre exemple d'équipement, oui, effectivement. Sur le village olympique, il y a un des lots du village olympique dans lequel EDF est partenaire. Et là aussi, l'objectif, c'est qu'on apporte des solutions de performance énergétique. Et là encore, pour faire très vite, mais pour illustrer, ce qu'on va essayer de faire, alors bien sûr, il y aura aussi de la toiture, des panneaux solaires en toiture. Et là, dans le pilotage de ce bâtiment, on va chercher à essayer de désiloter les besoins, je ne vais pas être trop technique, mais de concevoir une solution qui permette de mutualiser les besoins, de piloter des flux grâce à l'intelligence artificielle, grâce au numérique, et donc une solution extrêmement innovante qui va permettre de réduire la facture énergétique et puis de piloter au mieux les besoins et de rendre les besoins solidaires les uns envers les autres. Et ça, c'est extrêmement nouveau et ça nous permet aussi de développer des solutions qu'on pourra utiliser durablement. Oui, puisqu'il y a quand même un objectif. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je voulais ajouter, parce qu'avant de rentrer dans le détail de la politique environnementale de Paris 2024, le premier exemple aussi, c'est Pulse, notre siège à Saint-Denis, dont l'énergie est fournie par notre partenaire EDF et qui évidemment produit et provient de sources décarbonées. Il paraît même, ça je ne connais pas la technique, qu'on peut suivre les ions entre le lieu de production et l'arrivée dans les ampoules du bâtiment. Mais c'est assez remarquable et à l'occasion, je vous invite à venir visiter. On va parler tout à l'heure quand même de la dimension sociale qui est aussi importante que la dimension environnementale. Mais Christophe Divy, sur l'environnement, comment est-ce que l'économie sociale et solidaire peut contribuer à cet objectif ? C'est-à-dire, c'est encourager les pratiques vertueuses
des entreprises. Ça peut passer par exemple par des stratégies d'achat responsables. Comment vous encouragez les entreprises dans cette voie? Oui, tout à fait. On a plusieurs leviers pour encourager les entreprises. Bon, le premier levier, c'est vis-à-vis de Paris 2024. Le comité d'organisation, en effet, la stratégie responsable des achats de Paris 2024, qui constitue en tant que tel ce document cadre, ce document d'orientation, qui constitue déjà un premier levier d'héritage, parce que c'est la première fois qu'il y a une expérience aussi pionnière, aussi ambitieuse, aussi volontariste, pour faire en sorte que dans l'ensemble des consultations, et Paris 2024, je le rappelle, en termes de passation de marché, n'était pas tenu de se soumettre aux règles de la commande publique, qui sont plus exigeantes, parce que c'est une association, donc un statut de droit privé, mais ils ont fait le choix, pour des raisons d'acceptabilité, des raisons d'exemplarité aussi, de se soumettre au code de la commande publique, ce qui veut dire que sur chacune des consultations, il y en a déjà 10% qui ont été lancés depuis le début du projet il y a 2 ans et demi, il va y en avoir jusqu'à 10 000, il va y avoir un pic d'accélération beaucoup après Tokyo 2021, du coup, surtout en 2022 et 2023. Il y a beaucoup de marchés, et c'est plutôt des gros marchés. Et donc ça veut dire que consultation par consultation, il faut en effet encourager, vous avez raison, il faut proposer des leviers d'activation pour que des entreprises qui sont plus petites et donc qui sont parfois inhibées pour aller se positionner, pour aller soumissionner à des marchés publics de cette envergure. Par ailleurs, je rappelle que le calendrier est très serré, que la chaîne de maîtrise des risques, Paris 2024, le Comité international olympique, c'est quand même très contraignant. Donc pour ces boîtes plutôt petites, qui n'ont pas nécessairement l'habitude et l'expérience, ça suppose de pouvoir les accompagner à le faire. Alors comment est-ce qu'on les accompagne? On les accompagne aussi à répondre en consortium avec des plus gros opérateurs. Et c'est là aussi, je crois, un levier d'héritage souhaité par Paris 2024. C'est un événement éphémère par définition, par nature. Et du coup, ça veut dire que toutes ces coopérations économiques, on répond à des marchés, donc il faut se soumettre à un cahier des charges. Ça permet de faire monter en maturité des collaborations entre des gros opérateurs, des majors et des plus petites entreprises. On teste, alors on essaye de gagner les marchés des jeux, c'est mieux quand même en termes de référence. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On apprend à se connaître, on fait monter en maturité, en puissance le degré de collaboration. Ça apprend aux grands à travailler avec les petits. Il y a une vraie sensibilisation aussi de la part des TPE, PME qui ne sont pas forcément les premières à se montrer, on va dire, entre guillemets, vertueuses dans toutes ces pratiques environnementales. Alors, il faut sensibiliser aussi les petites entreprises, vous avez raison, pour répondre aux critères environnementaux qui sont inscrits dans les cahiers des charges de Paris 2024, pour discuter de ces enjeux environnementaux dans l'engagement contractuel avec des plus gros opérateurs, avec des plus grandes entreprises. Et puis, bien sûr, les TPE et les PME dont vous parlez, en particulier celle de l'ESS, celle du département de la Seine-Saint-Denis, dont on parle beaucoup aussi depuis tout à l'heure, cette démarche où on se met en situation de soumissionner à des marchés d'envergure de Paris 2024, ça les amène à faire un petit état des lieux de leurs pratiques en matière RSE, en matière de coopération territoriale, en matière de sous-traitance. Elles ont elles-mêmes des achats à fournir. Et donc, il y a toujours un effet indirect, un effet domino. Je crois que c'est ça l'enjeu sur la stratégie responsable d'achat de Paris 2024. Il y a tout ce qui va être fourni, presté pour Paris 2024, tous ces marchés directs. Et il y a tout ce qu'on va générer en effet de second rideau, je dirais, y compris chez les TPE, PME, c'est juste. Grégoire Koning, oui, alors peut-être oui, vous voulez rebondir? Oui, je voulais juste rebondir sur le propos de Christophe et pour l'illustrer de tout ce qu'il vient de dire. J'ai cité le projet du village olympique, le lot sur lequel EDF et ses partenaires que EDF et ses partenaires ont remporté. Typiquement pour illustrer, dans notre réponse à l'appel d'offres, on a embarqué, je peux en citer un acteur de l'économie sociale et solidaire, en l'occurrence c'est Simplon. Et l'idée derrière, c'est que justement, Simplon, on l'a amené pour que derrière, au-delà des jeux, et c'est aussi cette notion d'héritage dont on parlera sûrement, il puisse aussi être intégré dès la conception dans la suite du projet. Simplon, c'est une entreprise en fait qui fait de la formation numérique. Et donc l'idée, c'est derrière, après les Jeux, ils s'installeront dans ce site qui a vocation pendant les Jeux à être le village des athlètes, mais pour qu'il ait une vie après, voilà, on a intégré cet acteur qui fera de la formation numérique sur des publics qui sont éloignés de l'emploi, donc on est bien dans l'économie solidaire, et puis aussi qui permettra aux enfants de Saint-Ouen de pouvoir venir apprendre l'encodage dès le plus jeune âge, voilà, et donc contribuer à cette solidarité territoriale. Voilà, la double aspect environnemental et sociétal. Grégoire Koning, pour parler quand même environnement, les critères sont très stricts, les critères donc, du comité des Jeux. Oui, alors je ne sais pas s'ils sont stricts, mais nous on estime qu'ils sont utiles et ce que Christophe et Hélène ont rappelé l'illustre pleinement. C'est-à-dire que
je vais prendre quelques exemples comme ça, mais par exemple, tous les sites aujourd'hui de compétition des Jeux sont accessibles en transport en commun et nous ne construisons pas de parking autour des sites de compétition, hormis pour quelques accrédités et quelques athlètes pour que la navette puisse les déposer et repartir. Donc c'est ce genre de philosophie. Pour ce qui concerne les cahiers des charges, par exemple, puisqu'on en parlait avec Christophe, on est dans cette logique un peu, ce qu'expliquait aussi Hélène à l'instant, c'est-à-dire post-jeu, c'est-à-dire pour tout achat, on s'interroge en disant quelle est l'utilité après les jeux. Qu'est-ce qu'on en fait après les jeux? Et donc, par exemple, on va favoriser la location plutôt que l'acquisition sur ce genre de critères. Et tout ça, on le travaille avec ESS 2024, bien sûr, avec nos partenaires quand c'est le cas. Alors, encore une fois, on est au tout début des marchés pour Paris 2024, puisqu'on n'est pas la Solideo qui a en charge la question des infrastructures, la construction du village, etc. Mais nous, de l'événement, l'organisation de l'événement. Et par définition, la montée en charge va se faire sur les 2 à 3 dernières années. Donc, à partir de début de 2021. Là, on a passé environ 500 contrats, à peu près. On va avoir 4 milliards de marchés à délivrer dans les 3-4 prochaines années. Et sur les 500 contrats qu'on a passés aujourd'hui, vous en avez un quart qui ont été qui bénéficient à l'économie sociale et solidaire, ce qui n'est pas négligeable. Alors, quand même, il y a cet objectif de faire quand même des jeux vertueux, peut-être les plus verts de l'histoire, mais ces JO vont attirer 15 millions de personnes. Si je ne me trompe pas, une Coupe du Monde, c'est 2 millions. Donc, comment on va faire pour que ces jeux polluent moins? Oui, non, tout à fait, vous avez raison. Je ne dis, voilà, la question c'est comment on fait pour polluer moins, ou en tout cas pour émettre moins d'émissions carbone et d'empreintes carbone. Donc pour ce faire, on a quelques leviers et quelques outils. Bien sûr, on utilise, grâce à notre partenaire aussi, mais de l'autre côté BPCE, la compensation carbone. Donc déjà, au-delà de tout ce qu'on met en amont et en œuvre pour éviter, pour réduire avant même de commander et d'acheter, quand on n'a pas le choix, évidemment, on compense. Et cette compensation carbone, nous, on a pour objectif, à Paris 2024, de la réduire de moitié par rapport à la moyenne des autres jeux. Donc, il faut une idée, comme ça, entre Rio et Londres, c'est 3,5 millions de tonnes carbone. Et nous, on vise 1,5. Et donc, ça veut dire qu'on réduit déjà de moitié. Et sur ce 1,5 million qui reste, on le compense, bien évidemment. Alors, avec des produits sur le territoire national, en lien avec les acteurs publics qui nous accompagnent tout au long de ce projet, la Ville de Paris, la région Île-de-France, le CD93, etc., nos partenaires, et puis au niveau national et international, bien sûr. Donc ça, le premier outil, c'est le carbone, qu'on a voté en mars dernier, ce qu'on appelle la carbone positive, c'est-à-dire pour la première fois, les jeux compenseront plus que ce qu'ils ne consomment ou émettront. C'est effectivement une première. Bon, après, on s'en réjouit, bien sûr, on en est fiers, et on fait surtout tout en sorte pour émettre le moins possible. C'est vraiment ça le critère numéro 1. Donc voilà, pour l'environnement, on a bien compris aussi que ces jeux, c'était un peu un laboratoire. On l'a vu avec vous, Hélène Millot, pour construire de nouvelles solutions. Oui, tout à fait. J'en ai cité plusieurs. On peut parler aussi de mobilité. Ça a été cité par Grégoire. Là aussi, on aura des belles surprises pendant ces JOP, autour de la mobilité électrique, bien évidemment, de la mobilité hydrogène aussi, pour le transport des athlètes. Voilà, donc beaucoup d'innovation. Et ça, j'insiste parce que c'est vraiment, ça met EDF vraiment dans une posture d'accélération de la transition énergétique, de recherche de nouvelles solutions, de partenariats, de synergies pour innover et trouver des solutions qui répondent à cet enjeu vraiment auquel on adhère tous, de jeux le plus propre possible. Voilà, des jeux les plus propres possibles, des jeux aussi inclusifs. Et c'est cette dimension sociale et sociétale, Christophe Divy, qui est très importante. Là, les JO, vous vous attendez que ça soit un véritable levier pour le développement de l'économie sociale et solidaire ? Oui, tout à fait. On pense que le projet de Paris 2024, avec l'ensemble de cette vague de consultations, c'est un levier de développement économique pour ces entreprises solidaires, ces entreprises inclusives, ces entreprises locales, dont on parle beaucoup. En réalité, depuis 15 mois, on n'a jamais autant parlé d'ESS, parce qu'elles répondent à des besoins sociaux, à des besoins d'urgence, à des besoins sanitaires, en l'occurrence, depuis 15 mois. Mais comme je le disais tout à l'heure rapidement, puis j'y reviens, ça me permet d'y revenir plus précisément, ce sont aussi des structures économiques qui ont un modèle, et leur modèle de croissance, ça passe par
par des opportunités d'achat, par des opportunités de marché qu'il s'agit d'aller gagner. Et donc pour les gagner, il faut avoir des propositions de valeur, il faut être le plus distinctif, il faut avoir des avantages commerciaux, concurrentiels, et c'est pas forcément naturel dans leur pratique. Et donc c'est ça que permet l'effet levier de Paris 2024. Vu le nombre de marchés et le nombre de secteurs d'activité, plus d'une quarantaine de filières d'achat qui sont concernées, avec à chaque fois des micro-filières, évidemment des segments d'achat qui sont très fins. Ça va concerner tous les territoires, ça je crois que c'est important aussi. On parle beaucoup de Paris et du Grand Paris, bien sûr, mais une entreprise de l'économie sociale et solidaire, où qu'elle soit implantée, y compris en Outre-mer, parce qu'on a pas mal parlé d'Outre-mer cette semaine, elle peut répondre à des marchés. Elle peut répondre à des marchés parce qu'elle a éventuellement une solution. Si elle fait connaître sa solution, elle a 2 ans et demi, 3 ans avec notre appui et un certain nombre de réseaux, de ressources d'accompagnement pour faire cranter sa solution et faire en sorte que ça ou ces solutions trouvent une application concrète dans le périmètre de Paris 2024. Mais là, l'objectif aussi, c'est que ça profite à tout le monde, y compris aux TPE. Alors, c'est ça qui est essentiel. Effectivement, les petites entreprises font partie des cibles prioritaires. On a une cible sur la taille des entreprises, c'est vrai, plutôt les petites, parce qu'on pense que ça peut les accompagner à se développer, à se projeter après les Jeux. On a aussi une cible des entreprises par secteur d'activité, bien sûr. Et puis, on a une cible sur les territoires qui nous semblent prioritaires. Alors, les sites de compétition, et puis un certain nombre de territoires qui ne vont pas nécessairement accueillir des sites de compétition, mais qui vont accueillir un certain nombre de centres de préparation aux Jeux, de base arrière, de sites d'entraînement. Et les tissus économiques, qui sont beaucoup constitués de petites entreprises, notamment celles de l'ESS, peuvent aller chercher ces business, peuvent aller chercher ces opportunités de marché, à condition qu'elles soient informées, à condition qu'elles soient préparées, et à condition que les consultations leur soient préfléchées, dans le strict respect du code de la commande publique. Mais préfléchées, ça veut dire les critères, ça veut dire les prescriptions, ça veut dire un certain nombre d'orientations qui vont faire que ce sont ces petites entreprises porteuses de solutions d'innovation qui vont pouvoir se positionner et maximiser leurs chances de gagner. Et puis le meilleur gagnera. On ne fait pas de surpromesses, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas non plus sur des obligations de résultats. On va essayer d'atteindre des résultats les plus importants possibles. On en a déjà 161 pour être précis, depuis le début de semaine, qui sont des entreprises déjà attributaires de marché. Elles sont rentrées, elles sont lauréates, elles peuvent valoriser le fait qu'elles travaillent pour les Jeux. Sur le Pulse dont on parlait tout à l'heure, il y a plus de 25 entreprises de l'économie sociale et solidaire, sur le facility management, sur la restauration collective, demain de ce qui sera la cantine du siège, sur un certain nombre de gammes de mobilier et d'ameublement intérieur. Donc les entreprises de l'ESS, vous voyez, je prends des exemples volontairement assez diversifiés, peuvent proposer leurs solutions sur à peu près l'ensemble des besoins d'achat de Paris 2024. Oui, comment est-ce que EDF justement peut aider à impulser cette dimension sociale ? Alors je vais peut-être revenir sur le team EDF qu'on a vu dans le film introductif. Donc EDF soutient un team EDF composé de 28 athlètes pour ces Jeux olympiques et paralympiques. Et j'en profite pour dire que ce sont des athlètes qui ont été choisis aussi pour leur engagement environnemental, bien évidemment. Et pour l'illustrer, ce team, en fait, son rôle, c'est EDF, on est une entreprise de proximité. Et on développe un certain nombre d'actions avec le team pour aller chercher tous les citoyens. Un exemple, on a une opération des champions pour l'école. Champion dans l'école. Donc là, par exemple, avec un athlète du team, on fait des opérations, notamment, par exemple, des champions paralympiques, des ateliers, par exemple, des baskets fauteuils, voilà, qui permettent aussi aux enfants dans les écoles de comprendre, de comprendre, en tout cas d'appréhender le handicap et d'accepter cette diversité. Voilà, ça c'est une action qu'on développe. Autour de l'emploi, ça c'est aussi un enjeu très fort, notamment dans la situation actuelle. Donc là aussi, avec les teams EDF, ils nous accompagnent dans une opération qu'on a baptisée du stade à l'emploi, et là qu'on va déployer. Alors avec la crise Covid, on n'a pas encore pu beaucoup démarrer, mais là, à la rentrée, on a un certain nombre de salons, forums emploi. Je pense à un salon sur Saint-Denis qu'on va faire le 28 septembre. Là, l'idée, c'est qu'avec un athlète du team, on va essayer de capter les jeunes du territoire, voilà, pour essayer de les amener vers l'emploi, de les favoriser leur insertion dans la vie professionnelle.
Voilà, quelques exemples là, qui montrent aussi l'engagement social. Et puis, je voudrais aussi souligner que ces jeux, c'est aussi extrêmement fédérateur, porteur pour les salariés du groupe. Hein, ça aussi, c'est important. Et là encore, une illustration très simple. Je vais prendre l'exemple de la sécurité, sur lequel, vous le savez, du fait de nos métiers, hein, c'est vraiment un enjeu très très fort pour le groupe EDF. Et bien là, on intègre le sport dans le feuille de route de nos actions sécurité. Là aussi, grâce souvent aux athlètes du team, hein, qui viennent nous aider à porter ces actions. Mais voilà, l'idée, c'est de s'inspirer par le sport pour nourrir toutes nos actions, tous nos challenges sécurité, qui sont vraiment un enjeu très fort pour le groupe EDF. Grégoire Conning, donc un enjeu très fort aussi pour le comité d'organisation de ces JO. Donc on parlait de l'emploi. Comment favoriser l'accès à l'emploi, justement? Quelles actions mener avec les collectivités locales dans la préparation, dans l'élaboration de ces Jeux olympiques et paralympiques? Oui, mais Christophe l'a très bien résumé, hein, sur les enjeux. Évidemment, on les partage. Les Jeux Olympiques, pour avoir une petite idée, c'est la mobilisation de 160 000 emplois à peu près. Mais encore une fois, on demande tout aux Jeux Olympiques, et tant mieux, mais les Jeux ne peuvent pas répondre à tout, bien sûr. Et c'est là où je trouve que la démarche, en revanche, est intéressante, c'est de capitaliser sur la puissance médiatique que sont les Jeux Olympiques. Et ce qu'expliquait Christophe ou Hélène sur les dynamiques qui sont lancées, soit dans le salariat, nos partenaires, ou avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est ça qui est intéressant. Et de construire derrière des filières, etc. Pour ce qui est du travail avec les collectivités, on a évidemment mis en place tout un système de correspondance avec les différents territoires sur lesquels on intervient, bien sûr, mais évidemment, on est soumis à la question de la commande publique. Donc, on a un travail sur la formation qui est fait en amont, notamment pour les volontaires, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, pour certains webinaires pour expliquer ce que sont les jeux, les besoins dont on va avoir besoin, le sourcing qu'expliquait Christophe. Voilà, donc on travaille effectivement sur tout ce réseau-là, mais notamment via plateforme 2024, qui sont ESS 2024 et Entreprise 2024. Donc vous travaillez vraiment de concert tous les deux au quotidien. On est quotidiennement en lien avec les équipes de Paris 2024, à la fois la direction déléguée aux achats, bien sûr, et puis avec l'ensemble des directions prescriptrices, les directions opérationnelles. Je vais prendre un exemple pour vous donner une illustration de cette démarche de sourcing qu'on essaye d'anticiper le plus possible. Il va y avoir sur la fin de l'année des consultations en lien avec l'aménagement intérieur, en tout cas des AMI, des appels à manifestation d'intérêt dans un premier temps, sur l'aménagement intérieur du village des athlètes. Et donc dans la préparation, dans l'anticipation de ce futur AMI, on fait une démarche de sourcing pour voir les grosses PME qui sont un peu leaders sur le marché français, comment est-ce qu'elles pourraient embarquer un maximum d'entreprises de l'ESS sur toute la chaîne de production, y compris d'ailleurs sur les services ensuite, si jamais il y a du montage hors site, sur les services ensuite de transport, de logistique, d'installation, etc. Et donc c'est cette logique-là, c'est parce qu'on anticipe, c'est parce qu'on prend des filières en effet sur l'ensemble de la chaîne, maillon par maillon, qu'on travaille avec des grosses PME, qu'il y a une initiative très forte du donneur d'ordre, le comité d'organisation, que ça peut fonctionner. Alors ça ne fonctionnera pas sur tous les secteurs, on va y aller sur des secteurs et on ciblera en priorité des secteurs sur lesquels il y a un potentiel à agir des entreprises de l'ESS. Alors on pourrait débattre pendant des heures de ce sujet, vous avez tous beaucoup de choses à dire, c'est d'ailleurs passionnant, mais on espère qu'il y aura beaucoup de questions ensuite dans la salle. Malheureusement, le temps file vite, il nous reste 3 minutes pour évoquer l'après-jeu. Grégoire Conning, les Franciliens, qu'ont-ils à gagner de ces jeux? Alors on parlait de tout ce qui était sociétal, environnemental, donc voilà, de meilleures infrastructures. Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses. Et là, je reviens sur mon propos de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attendre des Jeux, bien sûr. Je ne dis pas qu'après les Jeux, le Grand Paris, la région Île-de-France vont être radicalement transformés. Pour autant, on l'évoquait tout à l'heure en début de conférence, déjà de nouvelles infrastructures, c'est quand même plus de logements in fine. Hein, le village, je le rappelle, le village des athlètes, c'est 2000 logements à Saint-Ouen, Saint-Denis et l'île Saint-Denis. C'est 900 chambres résidences universitaires, par exemple, des mètres carrés de bureaux supplémentaires si nécessaire. Voilà, et des logements qui répondent aux nouveaux critères. Et des logements qui sont évidemment bas carbone notamment, mais pas que, tous accessibles, etc. Certains, oui. Donc voilà, c'est une réponse aux besoins des territoires. Pareil pour l'Air des Vents sur cette opération du village des médias, où il y aura 1300 logements en 2 phases, mais qui sont sur des territoires réputés carencés. L'Île-de-France a besoin de 70 000 logements par an. Hein. On a besoin de produire 70 000 logements pour répondre aux besoins. Les Jeux apportent leur contribution. Idem sur les équipements sportifs.
Moi, j'ai cité le centre aquatique tout à l'heure, mais il y a aussi le financement via l'État, notamment la Solidéo et l'Agence nationale du sport et les Jeux, la rénovation des centres d'entraînement et d'équipement sur des enveloppes de plus de 20 millions d'euros. Donc c'est aussi cet héritage-là qui restera. En revanche, on n'a pas le temps là, dans les 3 minutes, Non, il nous mais reste il y a 2 la minutes notion maintenant. d'héritage Oui. immatériel dont on n'a pas parlé, qui est une donnée, une dimension essentielle, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler Lors une du autre jeu fois. des questions-réponses, peut-être. Christophe Divy, comment vous voyez l'après-jeu? Voilà, comment faire que l'économie sociale et solidaire s'inscrive dans un héritage durable? On aura après les jeux, alors un mot quand même sur la dissolution des jeux et sur toute la question du réemploi et de l'économie circulaire. Il y a aussi beaucoup d'entreprises dans le champ de l'économie sociale et solidaire qui portent des solutions qui sont prometteuses dans la matière et vu les volumes attendus en termes de démontage et ensuite de différents scénarios de réallocation, de réemploi, il va y avoir une force de frappe importante pour l'ESS. Donc les jeux ne se terminent pas au moment de la cérémonie de clôture pour les entreprises de l'ESS. On va avoir pendant 12, 15, 18 mois encore une activité importante sur notamment le segment du réemploi. Donc après les jeux, on aura permis pour ces entreprises de l'ESS, de croître économiquement, de nouer des collaborations et de se mettre dans le tour de table avec des plus gros opérateurs, avec des acteurs comme EDF, avec des acteurs comme les différentes filiales d'EDF, et faire en sorte que ces collaborations puissent ensuite, parce qu'il y a les marchés des jeux, mais il y a aussi beaucoup de marchés publics territoriaux, en particulier sur la région Île-de-France, avec la Société du Grand Paris, avec les différentes collectivités locales, pour faire en sorte que ces collaborations qu'on a initiées et fait monter en gamme, en maturité économique grâce au marché des jeux, puissent ensuite se perdurer sur d'autres consultations publiques. Hélène Millot, ces jeux, ils sont aussi là pour susciter une prise de conscience? Bien sûr, et vraiment, enfin, je l'ai montré, on est, à EDF, vous l'avez compris, on est vraiment très mobilisé pour ces jeux, voilà, pour vraiment développer les meilleurs savoir-faire, l'expertise, apporter de l'innovation pour vraiment faire de la performance énergétique et de la décarbonation dans nos solutions. Et l'objectif, c'est bien sûr de servir les jeux, de servir cet événement sportif et d'en faire une très grande réussite sportive. Mais on est bien dans la logique de la suite, de l'après, pour que toutes nos solutions, elles bénéficient aux utilisateurs d'après. Et je l'ai montré, voilà, on est vraiment dans cette logique d'intégrer l'après. C'est les quelques semaines des JOP, mais c'est surtout les décennies dans lesquelles les Franciliens vont vivre dans tous ces bâtiments et ces infrastructures. Merci à tous les trois. Bon, on va passer maintenant avec la séquence des questions-réponses. Donc voilà, on vous a exposé tous les enjeux de ces Jeux olympiques et paralympiques. Des questions, sans doute dans la salle, oui. Alors il faudra aller se rendre, voilà, pour des raisons sanitaires. On ne peut pas passer le micro parmi vous, donc il faut voilà, se mettre devant le micro qui est à l'arrière. Très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon. J'avais une Très question bien. sur les bénévoles, en fait. J'imagine que les Jeux Olympiques vont mobiliser énormément de bénévoles. Et on sait que le département de la Seine-Saint-Denis est un département très jeune, avec une grosse attente de mobilisation autour des Jeux. Est-ce qu'il y aura une préférence ou des choix qui seront faits pour les bénévoles qui viendront du 93 ? Merci. Donc, je suppose que cette question m'est adressée. Oui. Effectivement, ce que vous appelez les bénévoles, ou nous, dans notre jargon, les volontaires, mais je pense qu'on parle de la même chose, sont un élément essentiel à l'organisation des Jeux, puisqu'on parle entre 35 et 45 000 volontaires nécessaires pour l'organisation des Jeux. Donc c'est quand même un dispositif énorme qu'on va former, volontaires qu'on va former, évidemment, équiper, accompagner tout au long de la phase jeu et de la préparation. Donc on est en cours de finalisation aujourd'hui de notre stratégie sur ce qu'on appelle les volontaires. Évidemment, stratégie pour permettre une bonne livraison et une bonne opérationnalisation des sites pendant les Jeux et l'organisation des Jeux, mais aussi tout le travail de mobilisation et d'engagement avec les collectivités hôtes en premier chef, celles qui ont des sites de compétition, Marseille, la Seine-Saint-Denis, Paris bien sûr, mais aussi l'entièreté du territoire national. Et donc je serai en capacité de vous répondre formellement d'ici l'automne, mais bien évidemment qu'on a un travail très fin qui est conduit avec l'ensemble des territoires, en particulier en Île-de-France, et c'est un levier d'ailleurs les volontaires de mobilisation et d'engagement, c'est-à-dire que certaines villes, certaines collectivités qui n'ont pas de site de compétition, ça ne veut pas dire qu'elles sont exclues du projet des Jeux, bien au contraire, il y a plusieurs projets de cet acabit qui permettent à chaque collectivité de s'investir dans la réussite des Jeux, à la fois pour leur territoire et pour les Jeux dans leur entièreté.
Peut-être en rebond, Grégoire, j'ai rappelé qu'on est 30 000 salariés en Ile-de-France et je peux te dire qu'il y aura beaucoup de volontaires parmi les 30 000 salariés pour les JOP 2024. Les partenaires font bien évidemment partie, ça va de soi, en tout cas leurs salariés font bien évidemment partie des cibles sur le recrutement des volontaires. On a déjà des demandes. Voilà, une autre question, je crois, parce que le temps, il nous reste 6 minutes, c'est pour ça que oui. je suis... Bonjour. La proximité de la Seine va-t-elle permettre des innovations en termes de mobilité ou de production d'énergie? Alors, la proximité de la Seine, et la Seine, c'est une très bonne question, parce que c'est un élément essentiel du dispositif de Paris 2024, à la fois sur le volet compétition sportive, mais je ne sais pas tout à fait le sens de votre question, et sur l'aspect organisationnel. Je ne sais pas si ça va produire des innovations en matière de mobilité. Peut-être qu'il y aura des initiatives de certains de nos partenaires, ici ou là. En revanche, ce qui est certain, c'est que ça va permettre d'avoir des initiatives nouvelles en matière de logistique urbaine pour nous. Et donc, on est en train de travailler avec la PUR, notamment la ville de Paris, la région Île-de-France, sur comment utiliser la Seine, à la fois sur l'aspect village olympique, donc ça c'est en lien avec la Solidéo, puisque vous savez qu'une partie du village olympique se trouve aux abords de la Seine, et en même temps sur tout l'espace central de Paris Centre à Paris, qui vont être un des gros sites de compétition. Et donc, on est en train de monter, là aussi, de finaliser notre stratégie de logistique urbaine. Ça ne solutionnera pas tout. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de camions dans Paris ou dans Saint-Denis pour amener les stades qui sont des stades éphémères sur ces endroits-là, par exemple si on parle de Paris Centre. Mais là aussi, on essaye d'être plus vertueux sur cette dimension-là. Peut-être en rebond aussi, pour une illustration pour EDF sur cette question. C'est bien sûr un sujet qu'on regarde, sur lequel on cherche aussi en synergie avec des partenaires à faire des propositions. Et j'en profite pour dire que justement, en termes d'innovation, on va continuer encore dans les mois à venir à proposer des solutions. Aujourd'hui, je ne peux pas tout dévoiler parce que ça suppose en effet de passer par notamment le comité d'organisation. Mais voilà, vous pouvez compter sur EDF pour proposer des solutions autour notamment de la mobilité sur la Seine. D'autres questions, sans doute? On a encore 3-4 minutes pour répondre à vos questions. Oui, avez-vous une idée une estimation du nombre d'emplois issus de l'économie sociale et solidaire qui seront pérennisés à l'issue des Jeux? Alors, à ce stade, c'est encore un peu tôt sur la projection sur l'ensemble des emplois qui vont être générés grâce à l'effet levier des marchés des Jeux. En revanche, on a déjà un retour d'expérience sur les premières consultations qui ont été lancées. Et donc, on est en train de mettre en place une méthodologie pour regarder concrètement une entreprise d'insertion, par exemple, en Seine-Saint-Denis en particulier, qui gagne un marché des Jeux. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il faut différencier, je ne rentre pas dans les détails, mais la main-d'œuvre et puis l'apport en production ou l'apport en matériel. Mais on regarde ce que ça génère derrière comme emploi d'insertion et du coup le coût social évité pour la collectivité publique. Parce que le fait d'aller recruter des personnes éloignées d'emploi permet aussi à la collectivité publique, donc l'ensemble des acteurs territoriaux, d'avoir une certaine économie d'échelle. Et donc on est en train de regarder ça précisément. On a des premiers chiffres sur notamment une consultation qui est le premier gros marché de services sur la restauration collective, sur ce qui sera le futur filage des athlètes. C'est encore un peu tôt pour les communiquer parce qu'ils sont en cours de consolidation. En revanche, la méthodo, elle est bien ficelée maintenant et d'ailleurs on travaille avec une société de l'économie sociale et solidaire qui travaille aussi avec Paris 2024 sur la stratégie de compensation carbone dont on parlait tout à l'heure. C'est une société nantaise qui s'appelle Touvalu, je la cite parce que ça montre que l'ESS, y compris sur ces questions de méthodologie, d'analyse d'impact, sur ces questions de prestations intellectuelles où on les attend assez peu, elles sont aussi présentes et c'est avec elles qu'on travaille sur ces questions de mesure d'impact. Une toute dernière question. Merci. La toute dernière, voilà. Moi, je suis francilienne. J'aurais très envie d'être embarquée dans les Jeux. J'ai bien entendu la question des bénévoles, mais comment embarquer tout le monde à partir de maintenant, que l'on soit jeune ou beaucoup moins jeune, que l'on soit professionnel ou pas professionnel? Comment faire en sorte que cette aventure soit vraiment celle de tout le monde et notamment, naturellement pour nous, en tout cas, au niveau de l'Île-de-France?
Oui, donc là aussi, je suppose que la question m'est adressée, mais c'est une vraie question et c'est une réflexion que le comité d'organisation a anticipée dès la phase de candidature. Comment on fait, au-delà des villes qui sont sélectionnées pour avoir des compétitions, des épreuves, etc., pour embarquer tout le territoire. Et donc c'est le programme ou le volet sur lequel que nous on appelle engagement, hein, donc tout l'ensemble de projets qui visent à mobiliser tous les territoires, les collectivités en particulier. Et pas uniquement partout en Île-de-France, même si toute l'Île-de-France est concernée, mais sur le volet national. Donc on a développé un label qui s'appelle Terre de Jeux 2024, et donc qui est un outil destiné aux collectivités qui permettent de s'engager dans l'aventure en bénéficiant évidemment d'outils de communication spécifiques, d'outils de mobilisation et de relais sur les clubs locaux et de valorisation d'action des clubs locaux, puisqu'on parle quand même de sport et c'est ça le fait générateur des Jeux Olympiques. Donc il y a tout un tas d'outils qui sont déclinés comme ça, territoire par territoire, via le label Terre de Jeux 2024, qui permettent justement, qu'on soit francilien ou non, qu'on soit jeune ado de 12-13 ans ou senior, d'aller s'engager, de se mobiliser autour des Jeux. Et puis il y a d'autres projets qui vont venir un peu plus tard, comme par exemple le relais de la flamme, et j'en termine là, qui permettent aussi de mobiliser l'ensemble des territoires nationaux et en particulier l'ensemble des collectivités en Île-de-France pour se mobiliser autour de la dynamique des Jeux. Merci beaucoup. Désolé, on est pris par le temps. Voilà, merci beaucoup Grégoire Koning, merci Hélène Millot, merci Christophe Divy. En tout cas, on a bien compris que la dynamique était là, que l'ambition environnementale et sociétale était forte. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour une prochaine table ronde. Merci à vous. Merci à tous. Merci.